Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. On va aujourd'hui essayer de pratiquer ensemble un type de méditation qui est très important et justement pour célébrer l'anniversaire du Bouddha, on va aller faire la plus belle des offrandes qui soit, une méditation, un entraînement intérieur, pas n'importe quelle méditation aujourd'hui, ça va être sur la vacuité, puisque le message du Bouddha lui-même, tourne autour de la vacuité. C'est très important de voir que, c'est l'opposé de la vacuité, c'est une distorsion, une ignorance qui nous fait tourner encore et encore dans le cycle interminable des renaissances douloureuses et c'est aussi à court terme, l'ignorance qui est la racine de nos afflictions, de nos états d'esprit malsains. Et donc c'est pourquoi on va essayer de contrer cette ignorance en méditant un peu sur la vacuité. Donc vous pouvez commencer par avoir une posture appropriée, comme d'habitude, et puis essayer de cultiver une motivation très vaste. On va essayer, sur la base de ce que nous avions fait précédemment, de méditer sur l'altruisme, de se dire que cette méditation n'est pas uniquement tournée vers notre seule et unique personne, mais pour le bien de tous les êtres sans exception, les êtres humains et non humains, puissent-ils tous obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Et donc si nous pouvons y participer, c'est encore mieux. Donc on va essayer de cultiver la responsabilité universelle. Puissais-je être à moi seul la cause du bonheur de tous les êtres sans exception? Et qu'est-ce que je dois faire pour ça? Obtenir l'éveil insurpassable. L'éveil omniscient qui me permettra d'aider tous les êtres sans exception à échapper à la souffrance et donc à obtenir un bonheur stable et définitif. Donc vous pouvez cultiver cette motivation. Si vous êtes bouddhiste, vous pouvez bien sûr prendre refuge par la même occasion en cultivant cet état d'esprit extrêmement vaste. Grâce à cette motivation, donc on va méditer sur la vacuité. On va essayer de voir d'abord ce qu'elle n'est pas. La vacuité n'est pas un simple néant, une vacuité d'existence. Euh, Elle n'est pas un néant absolu, etc. Elle n'est pas le rien, tout simplement. Donc la vacuité, c'est un diminutif en fait pour dire absence d'existence inhérente, absence d'existence absolue, vacuité d'existence indépendante. Il y a plusieurs équivalents. Vacuité d'existence intrinsèque, euh, d'existence par ses propres caractéristiques, d'existence purement objective, etc., etc. Donc c'est très important de bien comprendre ça dès le départ. Et une fois qu'on a compris ça, on essaie de déterminer mais euh, euh, à quoi on peut appliquer cette absence d'existence inhérente, donc bien sûr à la personne et aux agrégats. Donc on va essayer d'abord de déterminer euh, comment est-ce que spontanément on a tendance à saisir notre propre personne. Donc on va faire une analyse ultime, on ne va pas faire une analyse conventionnelle. Quand on cherche quelqu'un dans une pièce, euh, quand on ne sait pas où on est, dans tel ou tel endroit, etc. Donc on fait une recherche, et donc on fait une analyse conventionnelle dans ce cas-là. Là, ce n'est pas ce qui va nous occuper, on va essayer d'aller plus loin que la simple analyse conventionnelle, on va essayer de chercher où est véritablement la personne. Qu'est-ce qui est véritablement la personne? Où est notre jeu? Où est notre saisie égotique? On va essayer de trouver ça. Et donc, bien sûr, on a tendance souvent à confondre le simple jeu, le simple soi conventionnel, la simple personne conventionnelle avec
l'ego, le soi inhérent, la personne intrinsèque, et cetera. Donc il faut bien distinguer les 2. On va pas annihiler la personne. Donc c'est comme si on se trouvait devant un miroir déformant. Donc le simple jeu existe, il fonctionne. Heu, c'est l'objet d'observation, en fait, de notre ignorance. Donc cet objet d'observation, la simple personne, existe. Comme dit sa sainteté Dalai Lama: «Si vous doutez d'exister, pincez-vous». Et donc le miroir, c'est justement notre esprit. Et donc le problème, c'est qu'il a, quelque chose qui est déformant. Il a une distorsion, ce miroir. C'est pas une distorsion qui lui appartient de manière, foncière, mais c'est une distorsion de l'ignorance. Cette ignorance qu'on traîne avec nous depuis des temps sans commencement, qui engendre une surimposition par rapport à nous-mêmes, et donc qui engendre cette saisie égotique, cette, conception fausse de notre propre existence inhérente. Donc là, si on a bien ça, de manière claire dans l'esprit, on comprendra bien sûr qu'on ne va pas du tout cesser d'exister si on médite sur notre vacuité. On va tout simplement enlever une surimposition qui nous fait du mal à nous-mêmes et aux autres, qui est la racine de toutes les afflictions, comme on l'a déjà dit. Et donc, n notre saisie égotique, notre ego ou notre, ignorance fondamentale n'est pas toujours manifeste, en fait. Donc il est nécessaire pour méditer sur la vacuité, sur le non-soi personnel en particulier, le non-soi subtil de la personne, de faire émerger cette saisie égotique, de la rendre plus manifeste. Sinon, on sait tout simplement pas sur quoi on va méditer. Donc on n'aura pas vraiment la cible, à l'esprit. Donc il faut essayer de déterminer d'abord l'objet de négation, le soi inhérent, voir comment est-ce que de manière innée, de manière spontanée, cette conception fausse va émerger si on se sent attaqué, insulté, critiqué en public, etc. Ou aussi si on est complimenté à l'extrême, devant les autres, et cetera. Ou parfois même dans des situations dangereuses, quand on a l'impression qu'on va mourir, qu'on risque notre vie. On peut avoir cette, sensation très vivace de notre propre personne, comme si elle existait en soi. Et donc il faut essayer de déterminer d'abord cet objet de négation pour ensuite, pouvoir le réfuter. Et donc vous pouvez méditer quelques instants de cette manière-là pour, rendre plus manifeste cette saisie, de votre propre personne, comme si elle existait de manière inhérente. Donc on est en train de faire une méditation analytique. Il est très important de conserver l'attention et la vigilance pour faire en sorte que, notre esprit soit focalisé sur le sujet de méditation en question. Et donc, employer la vigilance de temps en temps, observer comment ça se passe pour, éviter que notre esprit, parte dans tous les sens, puisque souvent par association d'idées, il y a tout un train de pensée qui peut, survenir et puis on peut partir totalement, heu, très loin du sujet initial de méditation. Donc essayer de revenir encore et encore sur ce sujet de méditation. On essaye de déterminer ce qu'est l'ego, ce qu'est la conception fausse par rapport à notre propre personne. Il n'est pas nécessaire de s'investir dans le contenu émotionnel si on se souvient d'une situation soit dangereuse, soit désagréable, et cetera.
Essayez simplement de demeurer sur la façon dont votre propre personne vous apparaît dans cette situation. Donc quand on est critiqué ou quand on est complimenté à l'extrême, on a une sensation très forte de nous-mêmes, comme si on pouvait pointer du doigt le jeu, la personne, quelque part parmi les agrégats, de manière très difficile à distinguer des agrégats. Donc essayez de garder à l'esprit cette sensation très présente, cette très vivace de votre propre personne, comme si elle existait de son propre côté. Et sur la base de ça, on va essayer d'employer le raisonnement, l'analyse, pour déconstruire tout ça. Donc essayez d'avoir clairement à l'esprit le fait que si quelque chose existe, c'est soit un, soit différent. Donc si euh, notre jeu inhérent, notre moi intrinsèque, absolu, indépendant, etc., si ça existait, ce serait soit un avec les agrégats, soit différent de manière intrinsèque des agrégats. Et si c'était ni un ni différent, vu qu'il n'y a pas de troisième possibilité, à ce moment-là, on pourra conclure qu'il n'y a pas un tel soi personnel inhérent. Donc on va essayer d'employer le raisonnement. D'abord, on va essayer d'examiner comment est-ce que ce jeu absolu pourrait être la même chose que les agrégats. Donc on va bien sûr employer euh, le raisonnement donné par Arya Nagarjuna dans le Madhyamaka Shastra, le traité racine de la voie médiane. Et le chapitre 18 en particulier parle de ça. Donc il dit si le soi était les agrégats, il prendrait part au fait de survenir et périr. Donc ça veut dire que les agrégats, euh, la forme, la sensation, l'identification, les facteurs composés et les consciences, tout ça c'est impermanent. Tout ça c'est impermanent. Ça veut dire que c'est produit. Ça veut dire que les agrégats de cette existence, ils n'existaient pas au cours d'une existence passée, par exemple. On pourrait dire nos agrégats d'adultes n'existaient pas encore quand nous étions des enfants, des bébés, etc. Et donc ils sont survenus. Ils sont survenus sur la base de causes et de conditions. Ils sont survenus nouvellement. Si notre personne était intrinsèquement euh, une avec les agrégats, elle serait indissociable. Et donc, notre personne serait aussi nouvellement survenue. Nous aurions une personne quand nous étions bébés, une autre personne quand nous étions enfants, adolescents, une autre personne en tant qu'adulte. Donc ce seraient des personnes séparées d'un certain point de vue, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes agrégats euh, qui ont parcouru ces différents moments de notre existence. Alors nous aurions plusieurs personnes, nouvellement survenues. On ne pourrait pas se souvenir de ce qui s'est passé quand nous étions plus jeunes, par exemple. Il n'y aurait pas de lien. Et comme les agrégats périssent, ils changent d'instant en instant, non seulement d'une existence à l'autre, mais au cours d'une existence aussi, la personne périrait aussi. La continuité serait tranchée. Et là non plus, on ne pourrait pas se souvenir de ce qui s'est passé précédemment dans notre existence. On peut trouver d'autres raisonnements. La personne est une, les agrégats sont 5.
Comment est-ce que la personne pourrait être exactement la même chose que les agrégats? Comment une personne pourrait être 5 agrégats? Les 5 agrégats seraient un seul. Ou alors nous aurions 5 personnes puisque nous avons 5 agrégats. Donc c'est totalement impossible. Donc on essaye d'analyser de cette manière-là, on peut employer d'autres raisonnements. Et quand on arrive à une conclusion, une certitude, que la personne ne peut pas du tout être une avec les agrégats, on demeure sur ce constat, sur cette conclusion, on se familiarise avec ce regard. Donc, bien sûr, en fonction du temps que vous avez, vous pouvez allonger les sessions pour examiner, analyser encore et encore l'impossibilité pour la personne d'être une avec les agrégats. Et puis d'alterner entre la focalisation en un point et l'analyse. Pour cultiver à nouveau une véritable perspective, une vue juste par rapport à l'impossibilité d'avoir une personne inhérente qui puisse être une avec les agrégats. Et à nouveau, vous focalisez sur la conclusion. Donc si la personne n'est pas une, elle pourrait être différente alors. Est-ce que c'est la seule autre possibilité? Donc la seconde partie de la strophe 1 du chapitre 18 dit « Si le soi était autre que les agrégats, il n'aurait pas leurs caractéristiques. » Donc si ce soi inhérent, intrinsèque, absolu, indépendant, que nous sommes en train de chercher, s'il était autre que les agrégats, il serait autre de manière intrinsèque, inhérente. Donc il serait séparé des agrégats. Comment est-ce que la personne pourrait être séparée de ces agrégats? On aurait les agrégats dans le salon et la personne dans la cuisine. Comment ce serait possible? On aurait des agrégats impermanents et la personne ne le serait pas. Des agrégats qui vieillissent d'instant en instant et pas la personne. Le corps serait assis et pas la personne. L'esprit serait en train de méditer, mais pas la personne. C'est totalement impossible. La personne ne peut pas être séparée de ces agrégats. Et donc on peut employer aussi la strophe 1 du chapitre 22 du Madhyamaka Shastra, que sa sainteté le Dalai Lama emploie régulièrement pour méditer sur la vacuité. Et donc Arianagarjuna dit « Le Tathagata n'est ni
identique avec les agrégats, ni distinct des agrégats. Donc, Arya Nagarjuna prend l'exemple du Bouddha, mais comme dit sa sainteté Dalai Lama, on peut l'appliquer à soi-même en fait. Le moi inhérent ou le moi intrinsèque, le je absolu, n'est ni identique avec les agrégats, ni distinct des agrégats. Donc on peut méditer sur cela et aussi sur la suite de la strophe qui dit les agrégats ne sont pas en lui, pas plus qu'il n'est en eux. C'est de chercher ce je absolu, comment est-ce qu'il pourrait être à l'intérieur des agrégats, dans quelle partie, si c'était dans le corps, dans quelle partie du corps. De plus, le corps est uniquement matériel, mais la personne n'est pas uniquement un corps, n'est pas faite de matière. Sinon, on ne pourrait pas dire qu'une personne est plutôt joviale, ouverte d'esprit, paisible, etc. Donc, si la personne n'est pas l'agrégat formel, l'agrégat physique, ça veut dire qu'elle serait les agrégats non physiques. Mais comment est-ce que la personne serait une sensation? Dès qu'une sensation s'estompe, la personne cesserait d'exister. Si la personne était les identifications, les consciences principales, etc., on ne pourrait pas dire que cette personne est assise, debout, qu'elle marche, etc. Parce que l'esprit n'est ni assis, ni debout, ni en train de marcher, puisqu'il n'est pas matériel. Et parmi les facteurs composés, on trouve des facteurs composés non associés, tels que l'impermanence de la personne. Comment est-ce qu'on pourrait être une autre impermanence? L'impermanence n'est pas consciente, alors qu'une personne est consciente. Donc on peut continuer à méditer. Donc si le je n'est pas séparé des agrégats, n'est pas distinct de manière inhérente des agrégats, comment est-ce qu'il pourrait posséder les agrégats? Et donc, quel tathagata y a-t-il alors là? Dans quel moi alors y a-t-il là? Il n'y a pas du tout de je absolu, inhérent ou intrinsèque. Donc on peut s'absorber tranquillement dans la vacuité de la personne en ayant transposé la strophe Arya Nagarjuna. Le soi n'est ni identique avec les agrégats ni distinct des agrégats. Les agrégats ne sont pas en lui, pas plus qu'il n'est en eux. Il ne possède pas les agrégats. Quel soi alors y a-t-il là? Il n'y a pas du tout de personne absolue ou inhérente. Il n'y a pas de moi intrinsèque. Donc on essaie de s'absorber de cette manière, en observant, en se focalisant, dans ce constat. Je n'existe pas du tout de manière inhérente.
Là encore, essayez d'employer l'attention et la vigilance. Si vous sentez que vous perdez un petit peu la saveur de la vacuité de votre propre personne, essayez d'analyser encore en trouvant de nouveaux arguments ou en employant les mêmes que précédemment pour avoir à nouveau une image claire de cette absence, cette vacuité totale d'existence inhérente. Et une fois qu'on l'a fait par rapport à la personne, il est important de le faire aussi vis-à-vis de la base d'imputation de la personne. On le dit à Ryanagajuna dans le Ratnavali, Skandagraho Yavadasti, Tavadevahamiti Api. S'il y a la saisie des agrégats comme existant de manière inhérente, il y aura la saisie de la personne comme existant de manière inhérente. Si on saisit notre base d'imputation comme existant de manière intrinsèque, ça va être automatique pour la personne. Donc on peut méditer sur la vacuité du corps, des sensations, des identifications, des formations, de la conscience. Et comme dit sa sainteté le Dalai Lama dans l'art de la sagesse, c'est beaucoup plus spectaculaire pour le pratiquant de méditer sur la vacuité de son esprit. Et puis ça peut être très utile aussi pour les tantras. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va essayer de voir que si on a un existant, soit cet existant est indépendant, soit il est dépendant. Ça, c'est très important. Il y a une contradiction flagrante entre ces deux. Non, rien ne peut être à la fois indépendant et dépendant dans un même contexte par rapport aux mêmes choses. Donc, on va essayer de prouver donc la dépendance, l'existence dépendante pour réfuter donc l'existence indépendante qui est équivalente de l'existence absolue, l'existence inhérente, etc. Et donc là aussi, c'est dans le chapitre 24 des Madhyamaka Shastra, la strophe 19, très importante. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui ne soit dépendant, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide, donc vide d'existence indépendante. Et donc on peut essayer de trouver plusieurs raisons montrant que notre esprit dépend. Elle dépend de causes et de conditions. Il dépend de parties constituantes, comme c'est un continuum. Il dépend de ses instances constitutives. Et donc c'est un tout qui dépend de ses parties, comme les parties dépendent du tout. Et donc c'est une désignation dépendante. On essaie de méditer de cette façon, avec les différents niveaux de dépendance. La dépendance causale, la dépendance du tout par rapport à ses parties, et l'existence dépendante. Vous pouvez méditer sur la vacuité de l'un ou l'autre de vos agrégats, et en particulier la vacuité de l'esprit.
Essayez de ressentir cette grande paix là où toutes les crispations, tous les blocages ne sont plus du tout manifestes. On a cette conviction immense que la libération de la souffrance est possible, que la cessation définitive des causes de la souffrance est possible, que l'ignorance n'a aucun point d'appui dans l'esprit, dans sa nature conventionnelle et non plus dans sa nature ultime. Et il en est de même pour tous les êtres, sans exception. Tous les êtres ont la capacité d'obtenir la libération et l'éveil, puisque leur ignorance fondamentale n'appartient pas non plus à la nature foncière de leur esprit. Donc on peut dédier les mérites immenses que nous avons réunis ici, en méditant sur la vacuité. On les dédier pour la longue vie des grands maîtres, comme Saint Dalai Lama, pour que l'enseignement du Bouddha puisse perdurer le plus longtemps possible et être utile au plus grand nombre. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre méditation.